Minocratie et lutte politique. Ceci est un 5e épisode de réponse aux questions que l'on me pose lorsque je présente l'idée de la minocratie autour de moi. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, je vous invite à aller écouter la lecture complète du texte initial et celle du chapitre 11, ajouté a posteriori, qui présente le concept de minocratie en tant que tel. Vous les trouverez sur Instagram, sur YouTube ou sur Deezer. Mais, pour en faire un rappel rapide et contextualiser ce que je vais dire, il s'agit d'un système de prise de décision politique dans lequel on refuse de faire confiance à une élite dirigeante ou à la délibération, et où on applique toujours aveuglément les exigences des personnes qui subissent des inégalités avérées. Du coup, dans cette configuration, tant qu'il subsiste des inégalités, les gens qui les subissent ont individuellement le pouvoir d'imposer de nouvelles lois à l'ensemble de la société. Le seul moyen pour que ça s'arrête est de proposer des lois qui créent une égalité réelle, et c'est justement l'objectif recherché. Cependant, pour que ce système fonctionne et éviter les abus, il faut que les réformes demandées respectent impérativement 3 conditions. 1. Ne retirer à personne, de quelque manière que ce soit, même temporairement, son droit ou sa capacité à exiger des réformes à l'avenir selon ces mêmes règles. 2. Ne pas imposer ou risquer d'imposer à qui que ce soit des conséquences non immédiatement réversibles par d'autres réformes. Et 3. Ne pas interdire une pratique tant que celle-ci ne provoque pas d'autres inégalités que l'inégalité d'accès à cette pratique en tant que telle. Les réformes qui ne répondent pas à ces critères sont rejetées en bloc et ne sont tout simplement pas appliquées. Mais, comme je l'ai évoqué dans le chapitre 10 de mon texte initial, l'adoption de telles règles de prise de décision politique ne fera pas disparaître par magie les luttes politiques qui traversent nos sociétés. La minocratie n'est qu'un outil qui devrait permettre, si j'ai raison et que tout fonctionne comme je l'espère, de faciliter le combat politique des personnes qui souhaitent instaurer davantage d'égalité réelle dans la société, mais pas d'en abolir la nécessité. Et dans cet épisode, j'aimerais répondre à un ensemble de remarques qu'on a pu me faire en décrivant un peu plus comment je crois que de telles luttes auront lieu dans une société minocratique. Avant toute chose, il faut comprendre ce qu'est une lutte politique. Et, à mon sens, on peut définir cela comme une lutte entre des groupes ou des personnes aux intérêts divergents qui essaient d'imposer leur projet de société aux autres. En d'autres termes, une lutte pour tenter de faire adopter et appliquer des lois spécifiques. Je me trompe peut-être, mais il me semble que cela recoupe bien toutes les luttes politiques que l'on peut imaginer. Et si l'on suit cette définition, cela veut dire que les personnes qui luttent pour obtenir des positions de pouvoir ne le font pas seulement pour obtenir le pouvoir en lui-même, mais pour obtenir le pouvoir d'imposer un projet de société particulier. À mon sens, une lutte entre deux personnalités pour obtenir un poste de pouvoir, quand bien même leurs projets politiques sont exactement identiques, n'est pas une lutte politique, mais une guerre d'ego. Et cela veut aussi dire que la lutte politique ne se limite pas aux luttes pour obtenir des positions de pouvoir, mais à toutes les actions qui peuvent être menées pour faire advenir un projet de société. Campagnes électorales, coups d'État, manipulation de couloirs, oui, mais aussi diffusion de discours dans les médias, manifestations, lobbying, grèves, révoltes, répression, etc. Et si je précise tout cela, c'est parce que si l'on imagine qu'une minocratie a été mise en place dans un groupe, quelle que soit sa taille, cela veut dire qu'il n'existe théoriquement pas de position de pouvoir à occuper, puisque tout un chacun est susceptible d'avoir le pouvoir, à condition de subir une inégalité. Pour dire les choses autrement, en minocratie, la lutte politique ne se fera pas a priori via des campagnes pour occuper des postes de dirigeants ou de dirigeantes, mais plutôt par 2 autres voies. D'une part, via l'utilisation et la manipulation des règles de la minocratie elle-même, et d'autre part, par toutes les actions non institutionnelles dont j'ai commencé à faire la liste un peu plus tôt. Grèves, manifestations, discours médiatiques, etc. La deuxième question qu'il faut se poser est de quelle lutte politique parle-t-on exactement ? De fait, il en existe de toutes sortes, de toute nature. Mais dans le cadre de la minocratie, je le rappelle, l'objectif affiché de ce système politique est d'aboutir à l'avènement de l'égalité réelle entre tous les individus. Donc, ici, la lutte qu'il faut considérer est celle qui va opposer les personnes et les groupes dont le projet de société est effectivement l'égalité réelle
à toutes les personnes et groupes qui souhaitent créer, maintenir ou renforcer des inégalités, quelles qu'en soient les raisons. Évidemment, l'objectif que je me suis fixé en imaginant la minocratie a été de trouver un système qui permette aux tenants de l'égalité réelle de l'emporter à tous les coups face aux autres camps. Et pour réaliser cela, mon pari est de croire que les personnes qui subissent les inégalités sont celles qui veulent le plus les réduire, et donc celles à qui je confie l'ensemble du pouvoir politique institutionnel afin qu'elles aient les armes nécessaires pour instaurer l'égalité. Le reste des règles minocratiques n'a pour objet que d'assurer qu'en cas d'erreur de leur part, on puisse revenir en arrière pour trouver de meilleures solutions. Mais ce n'est pas parce qu'on donne l'ensemble du pouvoir politique officiel et institutionnel aux personnes qui, a priori, appartiennent à un camp politique, que le camp d'en face va rester les bras croisés et se laisser faire sans protester. Dans les faits, les ennemis de l'égalité réelle vont sans doute utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables pour imposer leur propre projet politique. Et la question qui se pose est comment peuvent-ils s'y prendre dans le cadre d'une minocratie ? La première possibilité des groupes opposés à l'égalité réelle sera tout simplement d'agir à un niveau non institutionnel, c'est-à-dire par toutes sortes d'actions visant à démontrer leur désaccord et leur refus d'obtempérer aux lois qui ne leur plaisent pas. Je parle ici de manifestations, de propagande dans les médias, de grèves, de blocus, voire de véritables révoltes plus ou moins brutales. Bref, ces personnes vont sans doute tenter d'instaurer un rapport de force entre elles et les autorités minocratiques afin de les faire céder, soit en rendant les lois qui vont vers l'égalité réelle inapplicables, soit en convainquant les personnes qui demandent les réformes de les retirer au vu du désordre social que cela provoque. Or, il y a toutes les chances que les personnes qui souhaitent lutter contre l'égalité réelle disposent de moyens conséquents pour mener de telles actions. De fait, si j'ai raison et que les individus qui subissent les inégalités sont ceux qui ont intérêt à les réduire, cela suppose que les individus qui cherchent à maintenir ou renforcer les inégalités sont aussi ceux qui en profitent au quotidien, et donc ceux qui ont le plus d'argent, d'influence, de crédibilité sociale, etc. En d'autres termes, ces personnes ont a priori un pouvoir d'impact sur la société considérable, dont elles n'hésiteront sans doute pas à se servir pour imposer leurs projets politiques. Après tout, il me semble que c'est déjà ce qu'elles font dans nos sociétés actuelles et qu'il n'y a guère de raison qu'elles cessent dans le cadre d'une minocratie. La question est alors, comment un tel système politique peut-il se défendre contre de tels mouvements sociaux ? Et la réponse est de beaucoup de manières différentes en fait. Et pour cause, c'est précisément avec cette réalité en tête que j'ai conçu les règles de la minocratie, pour contrebalancer le pouvoir privé des puissants et des puissantes sur la société par un pouvoir institutionnel placé entièrement entre les mains de celles et ceux qui et elles oppressent au quotidien. Bien sûr, ces institutions ne pourront pas tout régler seules et d'un coup. Il faudra probablement qu'elles soient appuyées par des mouvements sociaux pro-égalité pour pouvoir appliquer quoi que ce soit. Et plus complexe encore, la seconde condition de validité des lois sur les conséquences irréversibles empêche de faire des lois visant à réprimer brutalement les mouvements sociaux. Mais il s'agit tout de même d'une arme puissante dont les personnes qui subissent les inégalités ne disposent pas actuellement. En premier lieu, de par leur fonctionnement de base, les règles de la minocratie rendent presque caduque toute propagande anti-égalitaire. De fait, puisqu'il suffit qu'un seul individu ne soit pas dupe du discours pour faire passer une loi, alors il devient peu rentable d'essayer de convaincre les masses du bien fondé des inégalités qu'elles subissent. Ensuite, il faut se rappeler que se lancer dans un mouvement social, surtout un mouvement social capable de bloquer efficacement la société et donc davantage susceptible de faire entendre sa voix, est coûteux en soi. Cela demande du temps, de l'énergie, des moyens financiers, mais aussi de subir soi-même les conséquences éventuelles du blocage, du désordre ou de la violence que l'on crée. Et, en cas de défaite, on subit la double peine de ne pas avoir obtenu ce que l'on voulait et d'avoir payé le prix de cette lutte. Or, dans une minocratie, précisément parce que les personnes qui subissent les inégalités peuvent faire passer des lois sur simple demande, ce n'est en théorie plus à elles de se poser la question de la nécessité d'un tel sacrifice. Ce sont les personnes qui profitent des inégalités qui doivent désormais se demander si le jeu en vaut la chandelle. Et, puisqu'il est coûteux de lancer de tels mouvements, il devient alors possible, pour les forces politiques qui défendent l'égalité réelle,
et qui ont a priori le pouvoir exclusif de faire les lois, d'opter pour une stratégie qui tient compte de l'hésitation qu'auront leurs adversaires à initier de tels mouvements. Par exemple, en ne proposant que des lois aux conséquences minimes qui ne justifient pas, en théorie, de sacrifier quoi que ce soit pour les contrer, mais qui, une fois accumulées dans le temps, aboutissent bien à l'égalité réelle. Ou alors, en commençant par proposer des lois très radicales qui provoqueront nécessairement des mouvements sociaux de la part des puissants et des puissantes, pour rendre plus acceptables des lois modérées mais qui font quand même advenir l'égalité. Il est aussi possible, bien sûr, puisque les personnes qui subissent les inégalités sont entièrement maîtresses du contenu des lois qu'elles imposent au reste de la société, de faire des lois qui n'ont pas pour objectif de réduire directement les inégalités, mais plutôt de saboter la capacité du camp de l'inégalité à mobiliser des moyens dans leur lutte. Par exemple, en utilisant les institutions pour diffuser une propagande pro-égalité et des débunkages de la propagande adverse, ou encore en rendant peu rentable la possession directe des moyens matériels qui peuvent servir au blocage de la société. Mais surtout, si ces méthodes, et toutes les autres auxquelles je ne pense pas, ne fonctionnent pas et ne permettent pas de renverser le rapport de force comme je l'espère, le fait est que les règles de la minocratie empêchent catégoriquement les personnes qui profitent des inégalités de transformer ce rapport de force qui leur est favorable en loi. Pouvoir exclusivement réservé aux personnes qui subissent les inégalités. Et c'est donc un pouvoir, une arme qui leur est automatiquement refusée en minocratie. Du moins, c'est ce qui devrait se passer si le camp de l'inégalité décide de respecter à la lettre l'esprit des règles minocratiques telles que je les ai conçues à l'origine. Or, il y a tout à parier pour que ces forces, ou au moins certaines parties d'entre elles, essaient précisément de les détourner à leur avantage. Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est de se servir de personnes qui subissent effectivement une inégalité quelconque pour faire passer des lois inégalitaires par ailleurs, voire sans rapport avec le sujet. De fait, l'une des règles fondamentales de la minocratie est que les personnes qui proposent des lois soient entièrement maîtresses du contenu de celles-ci, et que, tant que ce contenu respecte les 3 conditions que j'ai décrites un peu plus tôt, et que la personne subit bien les qualités qu'elle prétend subir, alors il faut appliquer la dite loi. Dans ces circonstances, il devient alors très simple de détourner une inégalité à propos d'un sujet pour imposer une loi qui ne cherche pas du tout à résoudre cette inégalité, mais plutôt à imposer un projet politique inégalitaire. Par exemple, imaginons une personne âgée ayant des difficultés à se déplacer qui subit une inégalité parce qu'il n'y a pas de rampe pour faciliter son accès à l'église de son quartier. Qu'est-ce qui empêche cette personne, au nom de cette inégalité, de décider d'abroger toutes les lois pro-égalité d'un coup, voire de proposer des taxes discriminantes pour certaines catégories de la population? Absolument rien, puisque de tels textes ne contreviennent pas aux conditions de validité des lois en minocratie. Bien entendu, cela veut dire que des inégalités seront créées ou subsisteront, et donc que les règles de la minocratie permettent aux personnes qui les subissent de rectifier le tir facilement. Cependant, si le camp de l'inégalité décide d'utiliser la manœuvre en permanence, en déposant loi discriminante sur loi discriminante, au prétexte d'inégalités sans rapport, il est tout à fait capable de bloquer le système par simple saturation, et sans trop d'efforts a priori, sans avoir à sacrifier tout ce qu'implique de sacrifier un mouvement social. Une sorte d'obstruction minocratique, en quelque sorte. Pour lutter contre cette stratégie, la solution reste cependant assez simple, puisque ce qui permet au camp de l'inégalité de l'utiliser est le fait que certaines personnes qui soutiennent leur cause subissent elles-mêmes des inégalités, alors il faut faire en sorte de réduire ces inégalités précises, soit par d'autres lois, soit en s'organisant collectivement pour mettre en place des dispositifs qui reviennent aux mêmes sans passer par la loi. Par exemple, en créant une association de gens qui viennent aider les personnes âgées à monter les marches de l'église. Voilà comment j'imagine que les luttes politiques devraient se dérouler en minocratie, et comment de telles institutions devraient, à minima, permettre au camp de l'égalité réelle de l'emporter plus facilement qu'il n'est possible de le faire au moment où j'écris ces lignes. Cependant, le fait est aussi que mon imagination a ses limites, et qu'il est probable que je n'arrive pas à concevoir toutes les manières dont les tenants et les tenantes de l'inégalité pourront se servir en minocratie pour tenter d'imposer leurs projets politiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez à d'autres méthodes que l'on pourrait employer en minocratie
pour empêcher l'égalité réelle d'advenir. En attendant, ce que je crois personnellement, c'est qu'un tel système, précisément parce qu'il compense le pouvoir privé des puissants et des puissantes par un pouvoir institutionnel aux mains des plus démunis, est plus efficace pour mener la lutte pour l'instauration de l'égalité réelle que tous les autres systèmes que je connais.